d'une crème, le podcast où on parle des sujets de l'industrie du cannabis au Québec. Bonjour David, merci d'être à notre podcast aujourd'hui, Le Temps d'une crème. Merci pour m'inviter, merci pour l'invitation. Très heureux d'être là avec vous autres. Yeah. David Barre, qui est PDG et fondateur de Origine Nature, un vrai OG du cannabis au Québec, on va se le dire. Vraiment un joueur dans les early days qui a appris à s'installer comme vraiment un joueur de qualité artisanale dans les débuts d'une industrie où il y avait peu de produits de qualité sur le marché, right? Absolument. C'était une autre... l'industrie a grandement changé dans les dernières 5 ans. Fait qu'on va partir de là. Moi, je suis vraiment curieuse de comprendre ton histoire qui t'a mené au cannabis, parce que toi, tu es un entrepreneur, mais le cannabis, ce n'est pas ton histoire de toujours. Loin de là. Restaurateur de base. Entrepreneur, ça fait 23 ans maintenant. J'ai 44. So j'ai commencé à 21, toute jeune. Ouais. Vraiment toujours passionné. Je pense beaucoup comme Philippe, d'ailleurs. Mais... c'est ça, mon papa a eu maladie cancer du foie, puis une de mes chefs, par hasard, dans le temps restaurant qui est ici, à Mont-Tremblant, il m'avait fait des biscuits de pote, puis mon papa a dit « OK, on va laisser ça », puis mon père était un gars très jovial, avec très extraverti, et les pilules pour le cancer lui rendaient zombie. Ouais. Puis c'était pas une fun chose. Je sais pas si vous avez déjà vécu un peu ça, mais c'est pas un fun moment dans le chemin. Puis là, tout d'un coup, mon papa commence à prendre des biscuits de pote. Puis tout d'un coup, il est revenu, lui. Puis j'ai eu un 6 mois qu'on n'a jamais pensé être capable d'avoir. Puis c'est 6 mois très précieux pour moi. Puis à son décès, par après, j'ai mon petit gars. Moi, j'ai décidé de prendre le congé parental, qui est peut-être un peu différent. Ouais. À 9 mois de congé parental, puis après 2 semaines, j'étais comme, je peux pas faire ça, je dois faire quelque chose. Puis, c'est là que tu t'es mis à sketch. j'ai été déjeuner avec 2 de nos employés, à l'heure actuelle, qui sont aussi actionnaires, soit mon master grower, Adam Stoltine, ainsi qu'un employé qui s'appelle Mathieu Jobin, qui fait partie de l'équipe de Pouce. 2 gars très passionnés par le cannabis, puis ils m'ont dit « Dave, il faudrait que tu te mettes dans le cannabis. » Puis c'est ça qui est tout un déjeuner, pas loin d'ici d'ailleurs. Puis c'est ça qui est parti ça. J'étais bien ami avec les 2 fondateurs, les frères Mitch et Rich Clément de Montréal Cannabis. En réalité, c'est actually moi qui ai incorporé le nom Montréal Cannabis. Ah ouais, hein? À ce point-là, c'est ça. Puis c'était tough, là, ça c'est toute une autre histoire, mais... cannabis, dans le temps-là, était illégal. Ouais. Tu pouvais pas la mettre dans le nom de compagnie. Ouais. C'est pour ça que Montréal Cannabis Médical, à cause je te disais que médicalement, tu sais, ça m'a pris 2 reprises avec le cours pour gagner ce nom. J'étais content de faire ça. Puis c'était... eux autres, c'est des gars, c'est des vrais pionniers dans l'industrie. Puis ils étaient frisqués pour certaines choses, pour le licenciement. Puis moi, j'étais tout nouveau. Je connaissais rien à part des joints que je fumais dans ma jeunesse. Puis eux autres, j'ai eu la chance d'être coaché par eux autres. Eux autres m'ont vraiment tout montré côté cannabis. Puis moi, en retour, je les ai aidés avec leurs projets. Je pense qu'aujourd'hui, on est 2 compagnies pionniers au Québec. Puis c'est des gars que je vais toujours tenir à cœur à cause qu'ils m'ont beaucoup appris. Puis, c'est ça. Mais toi, ton background, c'était plus, donc, quand tu avais tes business, c'était plus niveau manager, c'était toujours ta position? Oui, propriétaire. J'ai eu, à la pic, j'ai eu 5 restaurants, Nord d'Ontario, Ville de Québec, Montréal, Mont-Tremblant. Avoir peut-être une gestion d'environ 400 employés. La restauration, c'est une industrie qu'on travaille très fort pour faire très peu d'argent, malheureusement. Ouais. Puis j'avais aussi de l'immobilier. À la plus, j'avais à un moment donné comme 60 portes à Mont-Tremblant. Ça, c'est vraiment pas pour moi. J'ai la queue beaucoup trop sensible. Qualité loyer, puis tout ça, c'était... c'est toutes des expériences que j'ai pu avoir eues
puis amener au cannabis par après. Puis, Moi, vas-y, j'avais trop tu sais, il y a un niveau de financement aussi pour se rendre dans cette industrie-là. Tu dois l'avoir vu. Comment est-ce que tu as fait pour justement leverage tes business pour être capable de rentrer dans le cannabis? As-tu été quelque chose de naturel, difficile? Très, très difficile. Ça, c'est comme vous savez, ouvrir un compte de banque nous a pris 18 mois. Wow. Tu sais, on parle de 2016, juillet 2016, puis je pense même, je dis 18 mois, d'après moi, c'était plus proche à 2 ans. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, moi, je suis avec Banque Nationale depuis toute ma vie. Moi, j'arrive là, je suis tout heureux, OK, je vais ouvrir, puis Ils vont me supporter. Ils vont me supporter, ils me connaissent, je suis pas un drug dealer, entre guillemets, tu sais. J'ai l'immobilier. Immédiatement, no way, là. Dire qu'une porte peut fermer plus vite sur ta face, je pense que c'est impossible. Puis, Banque Nationale, à tout leur honneur, ils sont toujours pas dans l'industrie. Ça, je la prends vraiment pas personnelle. Mais, tu sais, pour moi, tout challenge, ça veut dire que ça va être mieux low ball. Si c'est trop facile, tout le monde le ferait. So, pour moi, c'était important d'essayer d'être pionnier, d'essayer d'être au marché le plus tôt possible. So, on a trouvé des solutions. Les solutions, j'ai eu quelques actionnaires qui ont investi des grosses sommes. Sinon, j'ai eu plusieurs actionnaires qui ont investi des petites sommes. On a quand même 44 actionnaires pour la compagnie. Le levée de fonds d'origine, c'était environ 7 millions de dollars. So, c'est quand même une bonne répartition. Je dis toujours, tu sais, j'ai eu 450 rencontres environ pour finir avec 44 actionnaires. Wow. Puis moi, la manière dont mon cerveau marche, à un moment donné, j'ai réalisé, OK, à chaque 10 non, j'ai un oui. Quand moi, j'arrivais à la maison tout excité, puis ma femme disait « Ah, ça a bien été. » Je dis « Oui. » Ils ont-tu dit « Oui? » Non. Ils ont dit « Non. » Mais c'est pas ouais. J'arrive à un oui bientôt. Puis vraiment, c'était ça. C'est sûr que plus proche qu'on arrivait à la licence, le plus de oui qu'on recevait aussi. Ça venait vite Oui. On était dans le weird de temps, nous autres aussi. Tu sais, c'est drôle aujourd'hui. Tout a changé. Tu sais, le landscape est très différent. Mais dans le moment-là, il y avait qu'est-ce qu'on appelle le Certificate of Readiness. Ouais. So, nous, on a eu ça, puis comme tout de suite après, ils ont comme dit, OK, on donne plus ça. Oui, c'est ça. On était un des derniers de les recevoir. C'est vraiment, on l'a eu au mois de mars, puis au mois d'avril, ils ont tout changé ça. Puis on dit, on fait plus ça. Ils ont changé complètement la façon de fonctionner dans le CTLS, c'est tout. Exactement. Le CTLS, pour ceux qui nous écoutent, étant le système que Santé Canada utilise là, pour gérer les cas, générer. Et voilà. Ouais. Puis, dans le temps, comme moi, quand j'ai commencé, CTLS, ça n'existait même pas. Il n'y avait pas de CTLS. So là, c'était l'arrivée de CTLS qui a tout changé, comment qu'on fait. Puis nous, on était comme juste le dernier de l'ancienne manière. So, j'avais j'avais mon papier qui disait que Santé Canada comme pré-approuvait notre licence. Qui allait vous migrer dans le nouveau modèle. Exactement. Yeah. So, c'était un peu... C'est ça qui a beaucoup m'aidé avec finaliser ça a sécurisé beaucoup de monde, ouais. C'est ça, je pense que... notre tagline, c'est plus ça, puis c'est bon pour vous aussi, je pense, mais c'était produit au Québec par les Québécois pour les Québécois. C'était vraiment basé là-dessus. Puis je pense que c'est plus ça qu'on dit nécessairement en premier, mais je pense que toute notre mentalité est passée. Elle vient de là. Ouais. Nous, on vend que au Québec, à part l'international, mais on ne fait pas de vente au détail ailleurs que Québec. C'est un choix que très peu... Ça n'a pas été le cas tout le temps. On a vendu au BC pour un petit moment. Mais ça... honnêtement, le marché est très difficile. Ouais. Puis, à un moment donné, tu dois décider à qui tu veux aller, qui tu veux comme client. Puis moi, j'ai toujours dit, le client québécois, c'est un client unique. Oui. Tu sais, dans la restauration, tu sais, le même steak que je vendais à Nord d'Ontario ou à Montréal, c'est pas pareil. Les clients pas pareil. Yep. Au Québec, je pense qu'on est chanceux, on a un joie de vivre c'est différent qu'ailleurs au Canada. Je dis pas c'est mieux ou moins bon, c'est juste différent. Moi, je préfère lui au Québec. J'ai fait la grande majorité de ma vie au Québec. Mais je pense que c'est important que quand on fait des business, qu'on essaie de parler à nos clients. Puis quand ton client, tu sais, nous, notre client à Colombie-Britannique, ça changeait
notre pensée, nos mentalités. Ouais. Puis après ça, des fois, on s'en allait dans la mauvaise direction. À un moment donné, on a dit, c'est drôle à cause... l'année passée, on avait comme objectif de vendre 1100 caisses ailleurs que Québec puis Colombie-Britannique. So là, on regardait ouvrir le marché Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse, une ou l'autre. Soumission. Honnêtement, on n'a pas eu de succès. Puis à un moment donné, on n'a pas eu de succès à cause les marges sont très peu. Puis nous, on n'était pas prêts à dire, OK, mais... On en laisse moins sur la table. Ben, tu sais, à un moment donné, je pense pas qu'on est gorlot, mais de travailler pour break even, c'est pas l'avantage de personne. Absolument. So, au lieu d'aller à faire notre objectif de 1100 caisses, on a actually retiré le marché complètement de Colombie-Britannique. So, on est allé dans le sens complètement l'inverse. Puis on dit, écoute, Québec, c'est important. C'est la seule chose qui est importante au Canada. Tout qu'on fait au niveau de détail, ça va être pour le Québec puis les Québécois. Et sinon, on va regarder faire des ventes majoritairement à l'international, mais sinon, B2B, comme tu dis. C'est clairement le cas de notre business aussi. Québecraft, en ce moment, on est 100% avec la SUBC, 100% au Québec. Ouais. Et moi, j'ai des choses que tu as dit que je me suis dit, pour en apprendre un peu, ou connaître mieux Dave, justement. Là, tu me parles de tes restaurants, juste rapidement. C'était toute la même bannière? C'était toute la... Toujours avec une compagnie dans le temps qui s'appelait Prime Restaurants, so Casey's. J'ai eu plusieurs Casey's. Okay. Sinon, dans l'éventualité Beer Market, qui est de l'ancienne queue de cheval, juste en face des Centres Bell. Ça, c'était un temps mémorable dans ma vie que j'ai adoré. Puis sinon, Saint-Hubert, j'ai dit, Saint-Hubert à Mont-Tremblant. Puis sinon, j'ai été partenaire dans certaines autres petits ici puis à gauche, mais surtout comme un actionnaire silencieux. Mon autre question, tu mentionnes, justement, on a déjà fumé ensemble, on a déjà pris un joint. Est-ce que au moment que ton père a eu ses premiers biscuits, t'étais pas un fumeur du partout, t'étais pas un conservateur vraiment. Là. Okay. Zéro, je suis gêné de la dire, puis je la pense souvent, puis je la rends visible. Dans ce moment-là, si j'aurais eu un cuisinier qui fumait, je l'envoyais chez eux. Right. OK. Pas en 2016, mais disons 2008, 2009. Ouais. 2010. Le stigma était là. Mais moi, j'ai consommé quand même beaucoup d'un jeune âge. Ouais. J'ai commencé à fumer du cannabis plus jeune que la plupart. Puis je l'ai fait quand même pendant un moment. Okay. Mais avant mon 19 ans, t'as refermé la porte. J'ai arrêté. À cause que je voyais dans ce moment-là, il fallait que je voulais être motivé. Ouais. Je trouvais que ça me démotivait un petit peu. Mais c'est ça. Après ça, quand j'ai commencé dans l'industrie, j'ai vraiment commencé à comprendre mieux c'est quoi. Moi, c'était comme, oh my God, comme... There's more to it. Ben, une plante qu'on regardait comme le devil's lettuce ou whatever, tu veux l'appeler. Mon meilleur ami, qui est mon père, grâce à cette plante, j'ai eu le 6 mois le plus beau de ma vie avec lui, dans le sens que c'était 6 mois qui étaient zéro attendu. Moi, j'avais déjà comme passé à l'étape que mon père est parti. Le deuil, ouais. On est en train de faire la fin de vie, mais il n'y aurait plus de qualité. Puis grâce à la cannabis, j'ai eu un 6 mois de qualité extraordinaire avec mon père. On est allé voir une game de hockey, là, juste pour donner une idée, comme 3 mois plus tôt, mon père ne marchait pas. Puis tout d'un coup, on est au Centre Bell en train de watcher une game ensemble grâce à la cannabis. So, c'est sûr qu'après ça, je suis comme, OK, wow, là, reset. On a changé la mentalité. Yeah. J'ai fait dans une vie dans le restaurant, je dis toujours au monde, c'est pas compliqué la restauration, de la sens. La restauration, c'est vraiment une question de promouvoir l'alcool. C'est plate à dire, mais notre société a fait que on mange dans le restaurant, puis on consomme, puis on mange, puis on consomme. Puis la nourriture est là juste pour donner raison de consommer. Là, c'est à cause... La plupart du monde, juste assis là puis consommer, ça paraît mal. On va manger des vins, puis on va manger des fromages, du pain, du charcuterie, du tartare, des huîtres. On va boire en même temps, on va boire. Puis un restaurant, c'est avec l'alcool qu'ils font l'argent. Ouais. C'est ça, je veux dire, du point de vue restaurateur, la marge est là aussi. Il y a zéro marge sur la nourriture, ou très peu. Il y a toujours des exceptions, mais on parle global. So, de partir de l'industrie que l'objectif en cachette, c'est de faire boire le monde,
tu sais, ça m'a toujours comme... Chicoté. Ouais, tu sais, j'aimais pas ça. J'aimais pas le sentiment que ça me donnait. So, c'est pour moi, là, d'arriver à un cannabis, que j'ai vu l'histoire avec mon père, puis là, je suis comme, man, tu sais, pour moi, il y a très peu de négatif avec le cannabis. C'est sûr que je suis sur un bord, mais aujourd'hui, je consomme très peu d'alcool. Pas que je n'étais jamais un méga consommateur, mais je consommais comme restaurateur toute ma vie. Tu peux imaginer, la plupart souvent, on peut consommer l'alcool. Je consomme quasiment plus, mais je consomme du cannabis quotidiennement, là, tous les jours. Moi, je dis toujours, j'arrive à la maison, mais je prends pas de bière, pas de verre de vin. Je prends un petit joint. Un joint va me durer toute la soirée. C'est raisonnable, là. J'ai fume un petit peu, je l'écran, je l'éteins, j'attends. Mon but, j'ai 2 enfants, une femme, 44 ans. Mon objectif, c'est pas d'arriver à la maison puis de péter la face le plus possible. D'ailleurs, je trouve que l'autre chose avec le cannabis, c'est quand tu consommes régulièrement, les effets, je trouve qu'ils sont différents aussi. C'est comme... Oui, ça, c'est vrai. OK, fait qu'on a le même genre de petite routine, là, justement, de comme, OK, fin de journée, on wind down. C'est vrai que nous aussi, on a pas mal coupé notre consommation d'alcool avec ça. On a fait un podcast sur un peu comment réduire sa consommation, comment aborder un peu cette notion-là. Puis moi, personnellement, depuis le mois de janvier, j'ai arrêté. Wow. Félicitations. J'ai fait une grosse pause. Arrêter cannabis ou arrêter alcool? Café, alcool, cannabis d'une shot. OK. Wow. Yeah. Okay. Mais l'objectif, c'était vraiment... L'alcool, ça prenait pas de place dans ma vie. Là. C'était facile. C'était facile. Mais c'était vraiment le cannabis. Le café aussi, ça mais ça, fallait juste en que je me le dise parce que ça m'a jamais vraiment fait, le café. J'avais gros des symptômes, le shake. Puis, fait comme, non. C'était le cannabis qu'il fallait que j'avais plus un défi. Puis, ben, c'est que je prenais des grosses doses pour dormir. Fait que j'avais comme désappris à mon corps comment dormir. Ouais. Sans. Fait que bref, ça a été le vrai défi de janvier, février, mars. Réapprendre à dormir. We're there. Fait qu'on a un produit qu'on commercialise qui est d'un côté récréationnel, d'un côté thérapeutique aussi. Fait qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant. Puis on se rejoint dans la valeur de comment qu'on voit la plante. Mais on a quand même 2 business qui ont un modèle différent. On va se dire, Québec Craft, on est tout petit. On a un modèle de distributeur et Origine Nature, c'est... je dirais, l'exemple d'une entreprise intégrée verticalement par excellence. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis 100%. Moi, je les considère tout petits aussi. Ouais, oui. C'est toute chose en perspective. Je suis d'accord que c'est pas... C'est différent, mais je pense qu'on ressemble dans beaucoup de manières aussi. Je pense c'est ça. Mais absolument, oui et non. Bien, quand on parlait, Phil et moi, de cet épisode-là, justement, on mettait en lumière un peu... où on se ressemblait et où on différenciait. Puis je pense que Phil et moi, on en est venu, on voit la valeur d'être intégré verticalement, mais nos partenaires, notre business existe parce que nos partenaires n'ont pas la possibilité de le faire. Absolument. Donc, c'est un petit peu une mise en contexte pour ceux qui veulent comprendre c'est quoi intégrer verticalement. Donc, ça serait d'être capable de faire et la culture, et la transformation, et la vente d'un produit, donc d'avoir vraiment toute la chaîne in-house. Alors que nous, Québec Craft, on a nos partenaires qui font la culture et nous, on s'occupe de la transformation et de la commercialisation. Fait qu'on a comme vraiment segmenté pour aller répondre à un besoin qui est réel de l'industrie parce que nos partenaires sont plus petits, ils peuvent pas nécessairement ou ils n'ont pas l'intérêt d'avoir une licence de transformation typiquement. C'est une question de financement. C'est une question de compétences aussi. Majoritairement. En fait, je te dirais, c'est deux. C'est juste risque aussi. Risque, clairement. Plus tu fais, 100%. Plus de chances qu'il y a à se tromper. 100%. D'ailleurs, quand j'allais pour notre licence, votre modèle d'affaires, c'était le modèle d'affaires qui m'excitait le plus. Souvent, je disais... Michel Temperio, qui est président de la KIC, mais qui dans le temps était à Neptune. Moi, je dois l'avoir... Sorry, Michel. Je dois l'avoir dit 5 fois comme Neptune est positionné pour faire qu'est-ce que vous faites maintenant. Ça ne devait plus être ça, mais pour plusieurs raisons. Et qu'est-ce qu'il voulait vraiment rester dans l'extraction. Mais moi, je disais tout au début, je dis le compagnie, puis félicitations pour vous autres de l'avoir fait. Mais le compagnie peut comprendre ça. Il y a un besoin réel dans l'industrie. Puis je disais ça depuis le début. Même j'ai pensé des fois, je dis est-ce que j'y vais là, mais
j'avais déjà commencé à lever des fonds, puis vendre une idée, puis tout, ça aurait été difficile de changer. Mais c'est sûr, ça a eu son lot de défis, là, aussi de bâtir toute l'intégration verticale. Parce que, mettons, nous, à la base, ce qui a inspiré le modèle de Québecraft, c'était aussi de regarder le passé de l'industrie. Puis, il y a quand même beaucoup de joueurs, on peut se l'admettre, qui ont voulu choisir l'intégration verticale, puis qui se sont plantés. Absolument. Plantés royalement. Moi, nous, on dit toujours ramper, marcher, courir. Crawl, walk, run. On ne veut jamais aller trop vite, trop rapidement. On commence on dit qu'on est intégré verticalement. C'est sûr que oui, mais c'était des morceaux. On commence jusqu'à cette semaine, la fabrication d'hachis n'était pas faite par nous à l'interne. C'est vrai, okay. On n'avait pas ces expertises. Puis, on ne peut pas tout faire. Comme tu dis, il y en a tellement vu des uns qui sont plantés royalement à cause que un jour, ils font rien, puis le lendemain, ils vont faire de la pousse, l'emballage, les préloulés, le hachiche, l'extraction, tout faire. Puis, écoute, le monde qui veut cette challenge, 2 thumbs up, go ahead. Moi, mon vie d'entrepreneur m'a appris qu'on est mieux d'aller tranquillement, maîtriser chaque chose le plus qu'on peut. Réellement, on ne maîtrise jamais rien. On est toujours en évolution. Mais faire le mieux qu'on peut pour être prêt avant la prochaine étape pour qu'on ait des fondations solides. Oui, je peux te dire, Jack. Vas-y. Ben, une des choses que moi, j'ai toujours identifié comme un défi là, pour justement l'intégration verticale, c'est littéralement la licence de culture versus la licence de transformation. La licence de transformation qui vous permet de ultimement emballer puis vous distribuer. Ben, demande 2 mindsets complètement différents. Il y en a un qu'on est un fermier, les 2 mains dans la terre, dans le coco, peu importe le médium, puis il y en a un autre qu'on est en mode pharma. T'sais. Puis, bien des erreurs peuvent se passer entre la transition d'un à l'autre, de comment le fermier passe à dire « OK, parce que j'ai traversé cette porte-là ou parce que j'ai traversé ce mur-là, là, soudainement, je dois m'habiller différemment, je dois remplir des documents qui sont différents. » Fait que je suis vraiment curieux de comment ça gère cette dynamique-là. Est-ce que c'est que vous avez vraiment deux équipes complètement séparées ou vous avez un système de training, d'entraide de 2 équipes séparées. 2 équipes complètement séparées. Fait que quasiment 2 business dans le fond. Absolument. Puis même, tu as tout à fait raison, tu as très bien décrit. Puis même l'Agence de Revenu Canada, eux autres aussi ont la misère à comprendre ça pour notre industrie. Tu sais, à cause c'est rare, à ton point. Habituellement, on a les fermiers, l'agriculture, puis on a la manufacture ou le médical, l'emballage. Ouais. C'est très rare dans la plupart des secteurs que c'est un et tu sais, ça peut arriver le premier qui va faire des tartes aux pommes, mais probablement que ces business sont pas. Tu sais, il y a probablement plus de pommiers que moins de tartes. C'est rare que tu as lui qui est pareil, mais à ton point, nous, c'est. Ça n'a pas le choix. Je peux pas dire, aujourd'hui, tu dirais quelle partie de la business est plus importante, le manufacture ou l'agriculture, je peux pas te dire. Les deux dépendent l'un de l'autre. Exactement, on est vraiment dans la position. Mais c'est sûr que la manufacture, l'agriculture, pour moi, crée moins d'opportunités d'argent que la manufacture. Okay. Comme l'agriculture, c'est le début d'un produit, puis après ça, je peux la vendre en vrac, bien sûr. Ouais. Mais le vrai business est plus dans la manufacture, la transformation, puis arriver, un peu, qu'est-ce que vous faites? D'ailleurs, pour moi, tu as dit un peu, on peut pas être des champions partout. Ça, c'est plus dans notre wheelhouse, puis ça, on va laisser pour... dans toute industrie, c'est ça, habituellement, dans tout secteur, agriculture, c'est ça la normale. Puis tout le monde nous disait au début, tout le monde disait absolument que le cannabis va perdre de valeur, puis ça va devenir comment on dit, je dois l'avoir entendu 1000 fois. Dans mes 440 rencontres, je l'entendais souvent, lui, plusieurs reprises. Mais, c'est ça. Puis il avait raison, c'est tout à fait. Puis d'ailleurs, le côté manufacture, c'était le parti que j'ai moins. Puis je pense toujours, on avait une petite salle d'emballage, grand comme cette salle, puis on était pour vendre telle quantité, logiquement, tu regardes ça, puis c'est comme, c'est impossible, mais
Fallait commencer. You did it. Fallait commencer à quelque part. Puis, Mais où t'allais dire la partie manufacture, c'est quoi, la partie que vous avez développée plus au tard, en deuxième? Absolument. Ouais, OK. non, jour 1, on était zéro. Un grower. Ouais. Puis je veux juste dire, tu dis, you did it, mais I didn't do anything. Ah! L'équipe l'a fait. Tu sais, honnêtement, l'équipe... Tellement humble, ce David. Tellement Non, humble. c'est vrai, tu sais, je suis visionnaire, j'ai des bonnes idées, je peux amener une équipe, mais ça prend l'équipe qui fait l'ouvrage. Puis on a eu nos premières livraisons, là, l'équipe d'emballage a fini à 1h30 matin, la veille de notre première livraison. Là, Oh, you bet. quasiment toute cette équipe sont encore avec nous aujourd'hui. Puis je l'ai dit souvent, je l'ai fait rappeler demain, tu te rappelles-tu, tu sais, comme... Ils ont fait des... Blanche. Ouais. Puis ça, c'était pour sortir 100 caisses. Notre commande, on a fait des commandes de 1400 caisses dernièrement. Juste pour donner l'idée de l'amplitude. C'est 1400% d'augmentation, 14 fois l'augmentation. Prenons cet élément-là, puis parlons un peu justement de votre vision, de comment vous grandissez. Parce que il y a un défi dans notre industrie qui est faire un produit constant, puis avoir justement ce scale-là tout en respectant le produit initial. Fait que comment vous faites, vous? Parce que nous, on vend, tu sais, Phil et moi, chez QCC, nous, on met vraiment de l'avant le craft. Puis des fois, on s'assoit puis on est comme, c'est quoi le craft pour nous? Puis là, on essaie de mettre des paramètres. Puis là, on dit, c'est souvent des small batch, c'est souvent fait traité à la main, c'est souvent ça. Fait qu'on a des balises. Mais quand on parle d'origine nature, votre produit final, on peut vraiment dire qu'il est craft. Mais vos installations ont quand même de l'expansion, de l'espace, vous avez quand même quelque chose de scalable. Fait comment vous avez fait pour garder le craft tout en augmentant? Je dirais, avant tout, c'est d'identifier que craft, ou comme nous dit artisanal, c'est une priorité. Mm-hmm. Avant tout, on dit toujours le craft, il doit qu'il soit... c'est une chose qui nous différencie d'autres compagnies de notre grandeur ou autres. Mm-hmm. Puis on la garde toujours dans le forward thinking, là, tu sais. Après ça, c'est une question... Moi, je pense, puis écoute, c'est sûr et certain, plus tu deviens grand, plus ça devient complexe, plus ça devient difficile. On s'entend. Puis c'est très facile de oublier certaines choses, puis essayer d'aller, puis tout d'un coup, tu dis, oh my God. On faisait ça, on a arrêté de le faire, pourquoi? Ouais. Faut-tu revenir là? Comme c'est fou comment souvent ça arrive. Mm-hmm. So, mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire avant tout, être craft, c'est que il y a des êtres humains qui touchent au produit, puis qui sincèrement, c'est important pour eux. Tu sais, chaque personne, on a plusieurs, dans la fabrication, on a plusieurs touch points, Mm-hmm. ou que ce soit l'agent de l'assurance qualité, le trimage, le jardinier, le master grower, le chef d'emballage, le superviseur. Tu sais, il y a plein de monde qui vient, qui inspecte, tu sais, on a très peu... On essaie d'utiliser l'automation quand c'est le bon moment. Mais pour moi, quand on touche le produit le moins possible, à cause... Je sais très bien qu'un robot peut faire un très bon job, mais le robot va pas voir... Comme pour moi, l'humain, quand il regarde ça, puis il dit, OK, non, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Mais ce tri-là, pour moi, c'est une grande différence de craft. Qu'est-ce que craft versus commercial, tu sais? Est-ce que, on a plusieurs attributs que chez nous, on utilise à l'interne pour le qualifier, mais je dirais le premier qu'on s'est dit, c'est justement ça. Je trouve que ça peut se rejoindre. Tu me diras si ça vous parle ou si ça répond à ce que vous faites, mais c'est cette capacité-là à un peu donner un soin individuel à toutes les plantes, quasiment toutes les semaines, tous les jours, tout le temps, de justement on pense à des très, très grandes serres où est-ce que finalement, il y a des plantes qui peuvent passer des mois sans avoir vraiment une attention, être validées par les yeux. Est-ce que justement, c'est quoi votre capacité à être capable justement à votre scale, d'être capable d'interagir avec toutes vos plantes? Je dirais qu'il y a des interactions en tout temps, à toute semaine. Yeah. C'est sûr que c'est pas journalier, là, tu sais, comme tu dis, mais c'est sûr que comme beaucoup de grands manufactures de cannabis, il y en a zéro. Et voilà. Tu sais, on est vraiment dans du robotique, tu sais, ça part sur un clone, puis ça finit à récolte, puis entre-temps, à part
quelques inspections. C'est très minime. C'est correct. Je ne vais jamais parler contre les autres, mais pour moi, c'est ça la... C'est ça la différence pour moi. Si je veux faire quelque chose craft, mais ça me passer là. Je pense que oui. Là, oui. Est-ce qu'avec le IA, avec tout ce qui s'en vient, est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Je sais que des drones pour l'observation, moi, j'essaie toujours de mettre la technologie comme outil qui nous rend meilleurs, plus efficaces. Mais je ne veux jamais enlever le humain. J'ai un Saint-Hubert, j'ai des robots qui aident avec la livraison de la nourriture. Là, mais c'est pas le... Il y a encore... Le robot amène la nourriture, la passe à la cuisine à la table. Mais c'est quand même une humaine qui vient enlever les plats puis les servir. C'est juste que l'humaine, au lieu de faire 3 voyages, qu'est-ce qu'elle ou il pourrait faire dans 3 voyages, il peut faire maintenant dans 1 voyage. On rend efficace. Mais la touche humaine, ça reste toujours là. Un jour, est-ce qu'un robot va peut-être nous servir nos assiettes ou autre? Peut-être. Je pense pas qu'on est rendu là encore. C'est pas loin, là. Ça s'en vient, on sait tout. Mais tant qu'on peut garder la touche humaine, je pense que pour moi, ça fait grande partie de la différence. Puis, donne-nous une idée de grandeur. Qu'est-ce que vous avez comme nombre de plantes ou espace de... Aujourd'hui, on a 30 000 pieds carrés de serre. On est quand même 75 000 pieds carrés superficie totale. Mais... Puis dans les 30 000 pieds, on produit environ 8,5 tonnes de cannabis. On envisionne le 10 tonnes cette année. Puis, c'est ça, on a 11 salles de flow. C'est surtout les salles de flow. Nous, on a 3 grandeurs de salles de flow. Les grands, leurs salles de flow sont 25 000 pieds carrés, 50 000 pieds carrés. Cool. Pour moi... J'ai de la misère à croire. Craft dans 50 000 pieds carrés, une salle de flow. La masse parle. Pour moi, c'est impossible. Le plus grand salle, c'est 2500 pieds carrés. Qu'est-ce qu'on appelle un 8 tables. Puis même ça, pour moi, c'est un peu trop gros. Moi, je pense que c'est 6 tables. Puis la différence, on parle du craft. Puis tout. Moi, je veux l'interaction avec les humains avec 6 tables. Toutes nos salles sont toujours comme 12-12, right? À midi ou minuit, ils flippent. Puis on ne rentre pas dans la salle quand les plantes dorment. Quand on rentre, disons qu'on rentre à 7 heures le matin dans la salle, mais on a jusqu'à midi avant qu'on doit quitter. Puis une coupe de pause, puis gowning, puis disons qu'on a peut-être 3h30 de fenêtre de travail. Mais dans le monde parfait, dans ton 3h30, ton événement que tu fais avec les plantes, tu pourrais faire. Si c'est mettre un filet, si c'est faire du bottom prune, c'est du de-leaf, c'est du... inspection, peu importe, si tu peux faire moi, à cause qu'est-ce qui arrive, puis qu'est-ce qu'on oublie beaucoup avec l'agriculture, la plante pousse, surtout le cannabis, c'est du weed, ça pousse vite, ça pousse dans un jour à lendemain, il y a du développement, il y a des différences, puis là, on veut jouer avec la plante dans le même état que si je joue avec, disons comme une salle de 50 000 pieds carrés, ça me prend une semaine au complet de faire tout mon je comprends ce que tu veux dire, Quand j'ai commencé le lundi... Les plantes sont pareilles. Là, ça change toute la donne. Il manque de standardisation, ça. Je voulais faire pour l'auditoire qui écoute, là, fait que tu me parlais d'un 32 000 pieds carrés que vous avez. Fait que pour ceux qui se demandent, qui vont écouter le podcast, là, une micro qui est souvent plus le type de client avec qui Québécois va passer. Fait qu'anciennement, c'était 2000 pieds carrés. Le Santé Canada vient de faire changer ça pour un 8000. Exact. Voilà. Sur 4 fois. À peu près. Bonne idée, Puis là, tu nous as donné un peu la capacité en volume que vous êtes capable de produire et tu nous as dit que vous êtes majoritairement au Québec, mais tu as mentionné l'international aussi. Quelle partie de votre business est à l'international actuellement? 15%. Ah ouais? 15% de nos ventes. Dans quel marché international? Le number one, c'est l'Allemagne, par loin, là, d'ailleurs. C'est le marché, 83 millions de personnes, double la population de Canada quand même, avec une marque complètement
pour ceux et celles qui comprennent ça, tu m'appellerais, mais ils ont ouvert le marché. C'est pas illégal de consommer du cannabis de manière récréative en Allemagne, mais il n'y a aucun modèle d'affaires pour acheter du cannabis médical. La seule manière que tu peux acquérir du cannabis, c'est à travers le médical. Pardon, le récréatif, c'est impossible. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun dispensaire pour le récréatif. Ils misent beaucoup sur le marché médical. Pour nous, c'est parfait. Ça nous donne une porte d'opportunité très intéressante. Est-ce que ça veut dire que vous êtes UGMP chez Origin? À cause que nous, on en vend en vrac. OK. Puis un partenaire en Allemagne. OK, puis eux ont leur certification nécessaire. Okay. Exactement. Vous êtes-vous planté ou ça a tout été un succès? Je sais pas. Non, on s'est planté solide. C'est solide. C'est comme du crunch. L'industrie cannabis, je pense, moi je dis toujours, on sait qu'on va se planter. La question, c'est comment est-ce qu'on va se récupérer à cause que c'est difficile. Le premier... nous, on pousse en perlite. Notre manière de pousse, c'est vraiment différent que la plupart. Okay. Puis, Allemagne sont très ardus sur qu'est-ce qu'on appelle du foreign matter, les matières étrangères. Ouais. La perlite peut créer un peu... Puis nous, habituellement, quand on envoie là-bas, on la sèche. Au début, du lollipop. Qu'est-ce qu'on appelle? On la sèche sur des tiges, puis on envoie ça là-bas. Nous, habituellement, on la débranche, on la trime, on trime à main, on check. On a comme 8 étapes de qualité, là, tu sais ça. Mais là, tout d'un coup, tu enlèves toutes ces 8 étapes de qualité. Mais nous, de notre côté, on n'a pas pensé. Puis, c'est du perlite, ça se voit, c'est blanc. Ça se voit très bien, ça se fume pas. Il n'y a pas vraiment de danger si tu la fumes non plus. Tu sais, c'est roche. Tu sais, c'est pas, c'est pas combustible. C'est ça. C'est pas assez grand. Il y a très peu d'enjeux avec. Pour nous, c'était pas un enjeu, mais les autres... ils reçoivent ça là-bas. Ils reçoivent ça, puis il y a des petits morceaux de... l'autre, tu sais, puis là, c'est là-bas, puis c'est comme... On a réussi à trouver des solutions. La solution finale, c'était une portion qui était envoyée à la République tchèque pour l'extraction, que je ne sais même pas si on a été payé encore aujourd'hui. Mais il y a d'autres... on a quand même réussi à sauver une grande majorité, mais c'était important. C'était important pour nous de vivre cette défait, cette hurdle, pour justement être mieux. Puis là, je pense, 18 mois plus tard... on a fait une douzaine de livraisons. On n'a plus jamais eu d'enjeu. Puis, tu sais, tu apprends, là, tu sais. On est en Australie aussi, on est en UK. On a fait une livraison en Afrique. Nice. Je dis Afrique. Le produit a été vendu en Afrique, mais on a fait la livraison en Portugal avec un partenaire. Puis le partenaire, en sachant très bien que ça allait en Afrique. Je suis curieux, moi, c'est comme tous ces différents marchés-là. Est-ce qu'en ce moment, vous avez un partenaire principal que vous êtes associé, puis lui, vous aide à débloquer, ou vous faites vraiment vous-même vos démarchages dans des... Un partenaire différent pour chaque marché. Nice. Mais je travaille très, très, très proche avec Steve Clark de CCX, qui est un gars en or, là, je dirais. C'est un gars, il est comme toi, il est comme moi. On est des passionnés pour l'industrie. On aime le cannabis, on aime l'industrie cannabis. Oui, c'est de l'ouvrage, mais c'est plus que juste une job pour nous. C'est clair, quand je sais ça pour moi, puis je sais ça en parlant. Mais lui, il est pareil comme nous, un Albertien, qui est très intelligente, qui a beaucoup de vécu de business de plein de manières. Puis lui, il est en train de vraiment développer un réseau international. C'est un petit shout-out n'importe qui cherche à travailler avec quelqu'un. Nice. CCX. Yeah. Nous, on essaie de un de leurs partenaires principaux ici au Québec. Puis aussi, on essaie de les aider avec l'international. Nice. Quand tu dis les aider, comme tu vas prendre du cannabis qu'il y a sur sa plateforme pour essayer de le faire autre dans l'international, ou souvent, lui, il va trouver un acheteur. Ouais. Et lui, il a une équipe de quelques personnes en Europe. Ouais. Okay. L'équipe-là, il fait le tour chercher des acheteurs. Ouais. Lui, il nous laisse savoir. Nous, on fait... des fois, on fait venir du monde jusqu'à chez nous à Saint-Agathe. Ouais. Il se lève en Allemagne. Il prend l'avion, l'avion,
nous, on va, tu sais, notre mission, c'est que les gens se sentent bien. On va nous-mêmes à l'aéroport les cueillir, les amener chez nous, puis on les présente des échantillons de plusieurs compagnies canadiennes avec un accent sur les compagnies québécoises quand on peut, mais sinon de partout. Nice. Puis après ça, on les ramène, ça dépend, des fois il reste des jours, des semaines, mais s'il veut, c'est déjà arrivé qu'on les ramène directement à l'aéroport, ils se lèvent puis ils se couchent dans leur lit, même s'ils viennent de l'Allemagne pour venir ici, avec une visite d'installation. Ça, c'était un partenariat qu'on a fait avec eux. C'est quand même, c'est là que je dis les idées. C'est lui qui trouve le cannabis en vrac, c'est lui qui trouve l'acheteur, c'est lui qui coordonne. Nous, on est là juste pour jouer un peu au good guy. Au taxi, tu sais. Ben, puis je pense que c'est là la culture de l'entreprise. Pour moi, c'est ma job de l'entreprise, c'est la culture de l'entreprise. Je pense qu'on réussit quand même. Puis je pense que c'est ça que l'acheteur, on a eu un compliment hier, un acheteur d'Australie qui a dit j'aime pas ça, j'adore pas ça, travailler avec des brokers. Puis il dit votre visite, c'était ce qui a changé, le moins attendu. De toutes les visites, c'était lui que je voulais le moins faire. Oh, right on, OK. Puis à cause de la culture, puis l'expérience, puis tout, c'était toutes mes visites, c'était la meilleure. Ça, tu sais, quelqu'un qui rentre un peu culon, qui sort avec des two thumbs up, puis un ambassadeur, c'est wow. Yeah. Puis c'est ça qu'on essaie de faire. Avec succès, je crois. Puis si on parle, mettons, on a parlé tantôt que, bon, Origine Nature s'est positionné quand même assez tôt sur le marché québécois. C'était quoi vos défis à ce moment-là? Puis comment est-ce que tu vois, tu sais, comment ça s'est placé? C'était quoi les affaires qui vous étaient arrivées, les plus gros challenges? Puis quel avantage ça vous a donné, surtout face aux consommateurs? Est-ce que tu trouves que ça vous a donné un avantage en termes de marque, de popularité ou go-to? Une chose que je pense qu'il y a une couple de points à en discuter. La principale que je veux juste dire tout d'abord, beaucoup de monde dans l'industrie sont comme, ça fait 5 ans, 6 ans qu'on a des consommateurs de cannabis. C'est pas vrai, là. Ça fait des centaines des années, c'est pas des milliers des années. Avant la marché légale, là, il y avait déjà le marché de consommateurs. Il était là. Puis je m'excuse, mais il savait très bien c'était quoi du bon cannabis. Fait que l'histoire n'a pas commencé avec la légalisation. C'est ce que tu veux me dire. Puis souvent, je pense que souvent, on peut l'oublier. Moi, je peux l'oublier, ou l'industrie peut l'oublier. On peut vouloir dire le marché a commencé avec la légalisation. Ben, je m'excuse, mais c'est pas la réalité. 100%. Surtout avec la consommateur, là, tu sais. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la légalisation, pour moi, qu'est-ce que la légalisation a amené? C'était du mauvais produit aux consommateurs, là. Puis je dis ça pas, je sais pas de lancer, je parle des faits pour moi, je parle pas de personne en particulier, puis c'est pas pour parler en contre personne, mais on peut tous s'entendre que jour 1 de la légalisation, il y avait beaucoup plus de produits sous qualité que sur qualité. Absolument. C'était... Le consommateur le disait. Tout nous disait ça. So, si tu dis c'est quoi le plus grand avantage d'arriver marché quand on est arrivé tôt, c'était que pour moi, on arrivait avec un produit de plus de qualité que la plupart étaient déjà. So, ça nous a donné une chance tôt pour se démarquer. La réalité d'aujourd'hui, je pense qu'il y a eu plusieurs... Mais maintenant, je dirais que quasiment tous les produits sont de qualité. So, c'était-tu un réel avantage dans le moment... Vous avez eu le spotlight un peu plus sur vous autres de ça, justement. Ponctuellement, pendant un an et demi. Si tu me dis, est-ce qu'aujourd'hui, on l'a encore à cause de ça? Moi, ma pensée, c'est non. Tu sais, on est dans l'industrie que le marketing, que vous êtes des experts, on est très limité. So, y a-tu vraiment... Tu sais, avoir été là, quand on était là dans l'industrie, on pourrait marketer. Je pense que oui, on avait pu prendre avantage. À cause de la système, je pense que l'opportunité était moindre. À part de ça, je pense que le cannabis, puis je l'ai dit tantôt, c'est une question de imprévu.
une question de enjeu qu'il faut trouver des solutions. Pour moi, si tu dis, Dave, c'est quoi l'avantage le plus, c'est que on a une plus longue run rate d'avoir eu des enjeux puis trouver des solutions. La journée, maintenant que Québecraft est arrivé, Origine Nature s'était cassé la gueule une couple de fois. On avait déjà, exact, c'est ça. Puis je pense, pour moi, c'était toujours, tu sais, je suis fondateur de la KIC. Pourquoi? C'était pour partager ces informations pour moi, chaque nouveau, tu sais, je veux qu'il apprenne de mes erreurs, de tes erreurs pour que lui, ça va mieux. Peut-être que je suis pas assez capitaliste, je sais pas, mais pour moi, moi, je vois cannabis québécois puis canadien. On a une opportunité d'être wow, une industrie. On sait que c'est un secteur qui va avoir des milliards et milliards, des trillions de dollars. Pourquoi pas que Canada et spécifiquement Québec pourrait pas être une plaque tournante. Mais tu sais, comme on sait tous que where's the best maple syrup from? Ça vient de Québec. Mais pourquoi qu'on peut pas être ça pour cannabis? Moi, je pense que le meilleur cannabis vient de Québec. Je m'excuse pour mes confrères des autres provinces. On le pense. Mais tu sais, ça fait. Puis encore une fois, ça c'est pas il y a 5 ans là. Ça fait des. Tu sais, le monde de Colombie vont toujours. Tu sais, pourquoi qu'on a choisi Colombie, ça est britannique, comme notre deuxième marché, c'est à cause qu'on a dit que Canada est reconnu pour avoir du bon cannabis au Colombie-Britannique puis au Québec. Ça, c'est pour ça qu'on a choisi ces deux marchés. C'est ça, tu sais. Puis moi, je challenge mes confrères de BC que je pense, tu sais, Lot 420, it's some of the best weed you're going to find in the world. Puis ça vient de Québec. Tu sais, entre autres, tu sais, bien sûr, mais c'est juste pour dire comme... Québec a vraiment une culture de cannabis exemplaire. Pourquoi? Tu sais, j'ai jamais peur des nouveaux, des prochaines. Je les encourage, puis mon téléphone est toujours libre pour le seul et celle. Tu peux m'envoyer des textes, des Facebook, des whatever, des LinkedIn. Je suis toujours prêt à partager. À cause, je pense que le victoire pour nous, c'est pas si Phil, puis Ala, puis Dave ont réussi. Moi, la victoire arrive quand le Québec est reconnu comme le meilleur fabricant de cannabis ou detailer ou manufacture de cannabis. Et voilà mon passion avant tout. C'est ça ton why, dans le fond. Là. C'est pas moi, je veux être le meilleur, c'est je veux élever l'industrie vers le haut. Je veux donner, tu sais, 5 ans. Puis c'est ça encore, tu sais, on dit... vous étiez là plus au début, mais pour moi, on est encore au début. Et les Samways, vraiment, ça temps pour ça. Imagine les Molson, les whoever qui étaient là. Ils ont eu la chance de shaper, de manipuler une industrie qui va durer forever dans l'alcool puis tout ça. Nous, on a la chance de faire ça. C'est comme quel honneur, quelle opportunité. Mes enfants, ils n'auraient jamais cette chance avec cannabis. Peut-être autre, là, who knows, mais c'est ponctuel, c'est le bon moment, c'est la bonne pensée. C'est plein de choses comme que, peut-être j'avais pu être un tech genius avec Google puis tout ça, mais j'avais pas cette passion, j'avais pas cette pensée. Mais moi, j'ai beaucoup regardé ça puis j'ai dit, wow, imagine l'Internet, qu'est-ce que ça fait? Ben, on a l'opportunité avec le cannabis, tu sais. Tellement. Ça me parle beaucoup. C'est tellement, je trouve que c'est une vision aussi. À la fin de la journée, on le fait aussi très collectivement, nous, pour notre petit écosystème, de justement. Absolument. Québecraft, on travaille avec plusieurs clients décentralisés. Ben, on aime justement, on apprend un de lui, comment on peut partager cette information-là, comment la collectivité de Québecraft d'un client à l'autre peut s'aider, comment on gère l'assurance qualité pour tous nos clients, de façon générale. Mais après ça, il y a quand même un peu une assurance à la qualité qui doit être faite chez chacun de nos partenaires. Tous nos partenaires ont accès à notre équipe de QA. Il y a déjà... Nous, ça me parle beaucoup de faire ça. Puis après ça, justement, d'être capable d'ordonner au suivant. Puis à la fin de la journée, on gagne tout le monde si... on gagne tous dans l'industrie si notre niveau est plus élevé, si on est capable d'amener un meilleur produit, si on est capable de mieux commercialiser, si on est capable d'avoir une réputation qui est reconnue à... Mais moi, je suis quand même surprise, honnêtement. Je vois vraiment l'identité, assumée de on est du Québec, on est local, puis on a un rayonnement. Mais je croyais vraiment que vous étiez dans... BC, on en a parlé. Mais je pensais pas que vous aviez décidé d'être vraiment comme distribué au Québec et à l'international, mais que ça devienne votre un peu plateau principal parce que
nous, on voit une insécurité parfois à avoir juste un client. Parce que ce client-là vit des changements aussi. Donc, ici, on parle de la SQDC. Donc, il y a une modulation et une prise. Tu sais, on a beaucoup moins de produits. Modulation, c'est le mot, c'est pertinent, ponctuel. Modulation. Mais c'est parce qu'on a très peu de produits ici au Québec comparé en Ontario, comparé à ailleurs. Donc, c'est comme si la pointe de tarte, là, tu sais, à un moment donné, est-ce que vous vous sentez limité ou vous n'avez pas encore atteint ce point-là où vous dites, OK, on a vraiment toutes les opportunités au Québec, on les a saisies? On l'a atteint, je dirais, il y a longtemps. Ouais. Ben, tu sais, celle-là, c'était... Tu veux dire en tant qu'industrie ou en tant qu'origine? Non, original. Ah, non. Ouais. Je dirais que, tu sais, puis pour moi, le SQDC, c'est le meilleur partenariat des tailles au monde. Puis c'est pas... C'est sûr que c'est self-serving de dire ça, mais c'est vraiment ça, je pense, à cause... L'écosystème On est bien. au Québec, il va bien. Mm-hmm. Très bien. Puis on s'entend que il y a plein de marchés mondialement, puis au Canada, qui vont vraiment pas bien. Mm-hmm. Qui ont eu, peut-être ça va mieux de nos jours. On a vu le boom bust à là, mais comme on s'entend que le business, le mode d'affaires ici au Québec, il est exceptionnel. Pour moi. Anyways, pour mon vécu, puis... Il fonctionne très bien. Ouais. Il fait ramener des belles business en soi. Exact. Ouais. Puis des belles business qui nous laissent embaucher du bon monde, qui ont des salaires compétitifs. Tu sais, je vis la restauration, tu sais, Yeah. j'ai une belle, tu sais, j'ai un bel comparatif, je pense. Déjà que, tu sais, Québec, je l'adore. Est-ce que le SQDC, tu sais, ont changé PDG 3 fois? Est-ce que chaque PDG va avoir sa propre manière? Mm-hmm. Est-ce que Suzanne, moi, je suis wow, là, tu sais, je trouve, tu sais, il était tout wow, je trouve Suzanne vraiment wow, mais c'est sûr qu'elle arrive avec ses pensées, puis sa manière, puis ceci, puis c'est ça, mais c'est sa job, tu sais, il faut l'encourager, tu sais. Ouais. Est-ce que je crois qu'au bout de ligne, le greater good de la SQDC est toujours, tu sais, ils ont comme mission que de faire vivre, de faire railler le Québec. Ouais. So, on est Québécois, nos business sont au Québec. Tu sais, écoute, c'est pas pour dire rien que je ne suis pas supposé dire, mais je pense que Copilot ou ChatGPT nous dirait, mais je pense pas que la majorité, la grande partie de cannabis vendu au Québec n'est pas du Québec, cannabis québécois. Tu sais, c'est les compagnies québécoises qui les vendent. Mm-hmm. D'ailleurs, j'en fais partie, tu sais, mais c'est pas juste le Québec weed qui est vendu au Québec. Là, so, puis, je pense pas que ça devrait être non plus. Tu sais, on ne boit pas que des bières ou des vins québécois non plus. Tu sais, oui, ça prend le marché québécois. Mais je pense qu'il y a des manières de supporter la province de Québec et des compagnies québécoises sans limiter le produit québécois. Tu sais, comme que plusieurs ont fait, on peut aider des compagnies non québécoises de vendre le produit au Québec. Puis en faisant ça, ça vient de nous aider, les compagnies québécoises. Tu sais, les autres... Pardon, c'était quoi la question? Moi, je la reprendrais en disant, tu sais, comme comment tu vois ta croissance au Québec, en fait? C'est peut-être de même la question. Tu sais, comment, si tu dis que tu sens que tu as déjà atteint un certain plateau, puis que là, vous avez fait un step back à dire on se retire du BC, on n'ira peut-être même pas en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. Comment tu vois ta suite un peu? C'est ça la question. Moi, je l'interprète. Oui, mais non, c'est super bien, puis merci, ça me ramène. Je fume trop de pot, t'es C'est vrai. Mais c'est que où que j'allais avec... Pourquoi je parlais tellement de SQDC? SQDC comme partenaire, wow. Ils nous ont dit il y a 3 ans, je pense, hey, la tarte, il est juste en grand. Ouais. So, si tout votre modèle d'affaires, c'est tu vas grandir puis tu vas faire des expansions juste pour vendre dans la tarte, ben il n'y en a pas assez. Là, puis tu es très transparent, tu es très forward-thinking. C'est le premier PDG qui nous a dit ça au événement de chambre de commerce au Sheraton. So, peut-être, j'ai dit 3 ans, peut-être c'est même plus. So, tu sais, à cause qu'ils nous ont dit ça rapidement, on a pu regarder des différents modèles d'affaires. Ouais. C'est sûr que, comme tout le monde le font, je vais juste aller vendre dans des autres provinces au Canada. Mais moi, comme, à un moment donné, c'est comme, OK, mais on va aller... Tu sais, tant qu'à les vendre ailleurs, à perte ou à peu de profit, ben,
on va juste pousser moins. Pas pour être méchant, mais pourquoi grossir? Mais tout d'un coup, là, avec dans le même temps, tu sais, Allemagne, ça fait 13 mois qu'ils sont légales. Tu sais, on parle pas de... tu sais, c'était pas long. Tu sais, pourquoi le pivot, là, si tu veux? C'est à cause qu'on a vu, il y a des marchés mondialement qui ouvrent. Puis là, je vais donner une trade secret que encore peut-être je vais me faire chicaner, mais c'est pas grave. Ma compréhension. Du crunchy. Mais ma compréhension, puis ça reste que je suis pas expert, puis il faudrait vraiment valider. Nous, quand on vend du cannabis à l'international, on la vend avec un système d'importation-exportation. Ouais. Ça veut dire que le tiers fait une application pour une import permit, il nous l'envoie. Une fois qu'on a ça en main, on fait la demande de l'export permit. Après ça, notre lot, il y a une vérificateur qui vient regarder chaque lot, puis après ça, on l'envoie. On fait tout ça sous le médical. Ouais, juste pour être clair, la différence entre le cannabis récréatif puis médical, c'est où qu'on la vend. C'est la même cannabis. Ouais. C'est le canal de distribution. C'est le canal de distribution. À cause du cannabis, la plante, il ne sait pas qui est médical et récréatif. Là, ouais. Tout ça pour dire que, Allemagne, comme je parlais tantôt, là, pour une précision, ma compréhension, on ne peut pas faire l'exportation du cannabis récréatif. Non. C'est illégal. Tant et si longtemps que tous ces pays restent médicaux, ça va être bien. Ben, un jour, si ça décide de tout convertir à des marchés récréatifs, ben, ça va prendre des changements majeurs dans le code. Dans le code. Puis là, on est dans le Geneva Convention, puis je suis pas expert, mais je comprends que c'est pas un... Ça demain matin, là. Ouais, c'est pas un... OK, on change ça, tu sais, puis signe ça... Who knows, peut-être Trump, là, mais tu sais, la plupart de fois, ça prend du temps à changer des règles, puis les règles-là, les lois-là sont quand même ancrées, ma compréhension. Ma compréhension spécifique, puis encore, je suis pas expert, c'est que il faudrait que le Canada se enlève du Geneva Convention, qui change, puis que re-rentre, avec une chance qu'il nous dit qu'il ne peut pas re-rentrer, que ça, j'ai plus ou moins mes idées, mais c'est quand même il va y avoir une période de what's going on. C'est sûr que nous, oui, on fait des ventes à l'international, oui, on fait des ventes au Québec, on fait aussi des ventes B2B ici au Canada, mais à ton point initial, c'est d'avoir des différents canaux. Oui, c'est pas limité à juste un, même si lui, qu'on préférence, c'est toujours... La préférentielle, c'est toujours le Québec. Ouais. C'est par loin, mais... Fait que de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier, c'est une stratégie qui est smart dans les débuts. Ever. Moi, je pense que... Moi, je suis restaurateur. Je ne serai jamais pas restaurateur, puis j'amène toujours tout à la restaurant. Tu sais, on a des hamburgers, on a des côtes levées, on a des steaks. Le profit n'est pas pareil. Si c'était juste un des trois, oui, tu peux être plus ponctuel, mais des fois, tu es moins à la mode. Quand tu as les trois, mais peut-être 3 ans, sur une période de 10 ans, peut-être pendant 3 ans, c'est l'autre. Dépendant les modes puis qu'est-ce qui est populaire, tu peux être plus manœuvré. Puis il faut rester agile aussi parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans 1 an, 2 ans, 3 ans devant nous sur lesquels on va pouvoir pivoter parce que même là, en ce moment, au moment où on se parle, il y a un appel de produits pour les vapes à la SQDC, chose qu'on ne considérait même pas il y a quelques mois. Donc, ça, c'est un nouveau produit qui s'ajoute au portfolio. Donc, justement, l'agilité de pouvoir se rediriger, dire, OK, est-ce qu'on a la capacité? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on veut le faire? Avec qui? Quel partenaire? Quel produit? Fait que, ça bouge beaucoup. Je peux dire qu'on va bien sûr soumissionner, comme la plupart de nos confrères. La différence pour nous, c'est sûr qu'ici au Québec, on est limité avec le 30% de THC, l'ampleur. Nous, puis on va voir,
Mais ça fait quand même 2 ans qu'on a notre vape prêt à lancer ici au Vous Québec. travaillez, là-dessus. C'est notre produit final à 30 qui... T'avais eu la vision il y a 2 ans déjà. On s'est dit toujours... c'est drôle d'ailleurs, moi j'avais toujours compris que les vapes étaient illégales au Québec, puis c'était pas une décision d'affaires, quand en réalité c'était vraiment une décision d'affaires qui est correcte. Mais nous, moi... je disais toujours qu'un jour, ça va y arriver, puis il faut être prêt. Puis justement, on l'a vu avec la chiche. Quand tu mets un maximum de 30% de THC, ça devient difficile. Ouais. So, pour dire ça. Pour avoir une bonne formulation de vape à 30%, c'est un challenge. Ouais. On a travaillé fort aussi. C'était pas ça, l'avoir. Ouais. Ça nous a pris du développement. Puis là, on en a un. Puis c'est drôle. On n'a aucune vape de commercialiser. À cause qu'on ne vend pas d'autres produits, on n'a même pas. Tu sais, quand il dit, OK, il y a un maximum de 30%, nous, c'est comme, OK, perfect. On est prêt? Ouais. Comparativement à tous les autres qui, plus Pour reformuler. Hein? Qui recommencent. 100%. Ça va être excitant, ça. Ça va être excitant, je pense. Personnellement, je ne suis pas un consommateur de vape à cause... ça me fait... J'aime pas la sensation que ça me donne. Ça me chatouille la gorge souvent. Puis je parle vape général de toutes sortes. Moi, c'est le côté discrétion qui m'interpelle. Je pense que là, on est tous des parents. La fille, autour de la table. Je pense qu'il y a ce côté-là de ne pas sentir de la bouche. Moi, c'est ça qui m'attire vers ce format-là. J'ai fumé le tabac pendant 30 ans. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté, mais sur toute chose, fumer, je suis un peu moins gêné. Mais je suis très d'accord avec toi. C'est aussi le fait, veux pas... Je roule un joint, mais je le fais devant mes enfants. J'essaie de toujours ramener comme... De rendre ça normal. On boit un bière. C'est comme... oh non, on boit... moi, je ris toujours à cause que, peut-être plus que le temps s'avance de moins en moins, mais anyways, dans ma jeunesse, puis je pense plusieurs autres, on faisait des shooters, les parents faisaient des shooters, puis ils remplissaient des shooters en thé glacé ou pour les enfants. On montrait à nos enfants de faire des shooters de fort alcool, c'est un peu n'importe quoi. Ben, c'est un peu la même chose. C'est sûr que quand je roule un joint ou je consomme un joint, ça donne... c'est pas mon moment fierté de parent, mais j'essaie de la normaliser. J'essaie de pas amener... je vais pas là en train de pousser mon boucan d'en face à mon enfant, mais je vais pas aussi complètement me cacher. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense à... Tu sais, comme mon fils, quand... il sait c'est quoi du cannabis parce qu'il a vu maman, à la job, il me voit à la job en sarrau avec, il me voit pas en train de faire la fête. Il comprend que c'est une plante. Puis, quand tu lui demandes c'est quoi le cannabis, il va te dire c'est une plante médicinale. Il va pas te dire... Puis, Anton, mon garçon, il a été avec moi dans un champ parce que dans le temps, on avait... après la pluie qu'on cultivait à l'extérieur. Fait qu'il a vécu le fait de mettre la graine au sol puis de l'avoir poussée. Fait que dans ce cas-là, quand tu parles de cannabis, pour lui, c'est comme une plante, comme n'importe quelle qui pousse. Puis je pense que c'est ça l'avantage qu'on a d'être dans l'industrie. C'est qu'Anton, je pense pas qu'il va jamais être comme « Ah, c'est illégal, c'est excitant. » Il est comme « du weed, c'est du weed. » J'en ai vu chez nous, puis tu crois-tu que, justement, à la limite de tes enfants, de te voir, à un moment donné, en grandissant, ils vont... ça va... it's that thing. Ça devient un peu comme pas intéressant, à la limite? Ah, je suis certain. Je suis certain. Là, je parlais de ça avec une couple de personnes dernièrement. Là. Ouais. Les adultes, nous, on voyait notre père boire peut-être du whisky ou quelque chose, mais moi, je buvais pas de whisky. Mon premier brosse, à moins je volais de mon père, mais je veux dire, mais quand j'ai dit, je vais boire, c'était pas je vais boire du whisky comme grand-papa qui partait. C'est je vais boire la bière, c'est sûr, on veut faire qu'est-ce qui est plus à la mode. Puis c'est ça aussi, vape en général... c'est pas je suis pas dans la bonne génération, là, puis je comprends pas assez ça. Qu'est-ce que j'aime pas encore? Notre willpower, il va jusqu'à un certain point. Des fois, quand j'ai un vape, puis là, je réalise même pas, on va marcher quelque part, je prends un puff, puis des fois, ma femme, Laurie, va dire, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. C'est automatique. J'ai même pas,
assure, égrener. Il y a un rituel. Aller dehors, fumer mon joint. C'est un rituel. Puis pour moi, ça fait partie de la consommation de cannabis. Ouais. C'est Que tu dis, tu perds un peu avec ton vape. Absolument. Yeah. Pour moi, Ouais. je dis pas pour tout le monde, mais pour moi, tu sais, comme je te sers une bouteille de vin, je te la monte, je l'ouvre, je te donne le liège, je te fais goûter. Tu sais, c'est le rituel. Ouais. Tu sais, Je suis d'accord. tu sais, ça fait partie. Mais en même temps, c'est excitant qu'on est là parce qu'il y a une demande. Il y a une demande qui est très claire, il y a une demande qui est très forte. Fait que pourquoi pas, tant qu'à se dire que les jeunes ou, pas les jeunes, mais le monde en général ont accès à des produits qui sont pas nécessairement testés, vaut mieux offrir quelque chose qui est standardisé ici au Québec. Fait que je pense... J'ai une question quand même dans la vision, puis on a une boule de cristal, là, à l'instant, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Comme, on s'entend que des vapes à 30%, c'est unique, là, puis comme le consommateur va juste connaître ça. Fait que, est-ce que tu assumes que le consommateur, vu qu'il va juste connaître ça, he's gonna go all in, puis ça va être ça, puis ça va fonctionner comme marché? Est-ce que tu penses que le consommateur de vape connaît aussi ce qui est disponible l'autre bord de la frontière en Ontario, puis va être un peu déçu, peut-être? Sens-tu que, qu'est-ce que tu penses que... Comme je dis, je suis pas assez... On le sait pas, là, mais... Je suis pas assez consommateur de vape, mais à cause qu'on fait des tests, puis tout, ça fait des années. Puis je suis quand même un assez bon consommateur de cannabis sèche. Ouais. Je peux pas dire qu'il y a une différence entre un vape de 30% puis 90%. C'est sûr que 90% va se passer plus fort, mais j'ai pas besoin de ça. Puis lui, de 30%, je vais prendre 3 toques au lieu de 1. Puis en effet, je vais... Mais à ton point, tu y crois, puis tu dis le consommateur va être satisfait, va être satisfait de son expérience. À moins que tu sois quelqu'un qui veut absolument du 90%. À cause lui qui prend 90%, puis quand il hit 5 fois dans 1 minute, mais c'est sûr que le 30%, ça va être comme... Ouais. Je pense qu'on a le meilleur exemple qu'on a, c'est les comestibles, là, pendant longtemps, puis encore, des 2,5 et 5 mg, on s'est dit, what the heck is that? Là, à cause qu'on était habitué dans le marché noir, des 100 mg, des 1000 mg. Moi, je pense que le marché comestible va quand même assez bien nationalement. Ouais. C'est très comparable à ça. Puis, je pense aussi une prédiction, mais ça reste toujours à voir. Je pense pas la consommateur de vape, de cannabis, il va tant que ça au SQDC en ce moment. Alors, je fais le même bet. Je pense que c'est quand même une nouvelle ouverture. Il faut dire, comment dire, je sais pas si il y a des réseaux via l'Internet pour du cannabis non légal qui sont pas tant difficiles à trouver. Disons. On va pas aller plus loin que ça, mais est-ce que le consommateur au Québec a accès à ça? Oui. Moi, je suis trop nièvre, je pense. Si tu me dis, je te donne un produit légal, testé, sécuritaire. Tu vas prioriser ça. Toujours. Ben, pareillement. Puis quand je dis je suis nièvre, dans ma tête, tout le monde est comme ça. C'est peut-être nièvre. Je pense qu'il y a du monde qui vont prioriser le prix versus tout le reste. Mais il y a une partie des consommateurs qui, je pense de mode. Puis on va être capable d'aller les on-board. C'est ça. Yeah. Celui qui... Tu sais, je pense que tout le groupe comme nous qui vont prioriser ça, ils vont venir au SQDC. À cause ailleurs, à l'instant, ils vont où? Je sais pas. Tu sais, c'est toute une nouvelle opportunité. 100%. D'accord. Je partage une vision similaire là-dessus. J'ai vraiment excité. J'ai vraiment hâte. On va avoir le réinvité dans un an. C'est ça. On va avoir le compte rendu de vape. À suivre, dossier vape 2025. Mais on tire vers la fin de l'épisode, mais moi, je suis quand même curieuse parce que quand moi, j'ai rencontré Origine Nature sur le marché, on se connaissait pas dans le temps, mais moi, je travaillais avec Tremblant Cannabis, qui était pas très loin de chez vous aussi. À côté. Et qui vraiment, vous êtes rentrés dans le marché à peu près en même temps, avec des produits de qualité aussi. Fait que vous aviez comme fait parler chacun l'un de l'autre. Mais moi, je trouvais ça intéressant parce que vous avez eu la business est allée différemment des deux bords. Tremblant Cannabis se sont fait acquérir par Organigramme. Oui. Quand même assez rapidement dans la première année, je me demandais, est-ce que vous, Origine Nature, ça vous est arrivé de vous faire approcher pour vous faire acquérir?
juste avant, juste une petite note. Oui, nos usines sont peut-être à 15 minutes de un puis l'autre. Puis un des fondateurs, Mathieu Lehey, qui est un homme excellent, visionnaire, je l'avais travaillé sur le modèle d'affaires. Right? Je l'avais donné mon modèle d'affaires d'origine. J'ai dit, pour baser des notes, puis c'est un très bon gars, très bon visionnaire. Encore pour la collectivité. Oui, exactement. Toujours. Puis, c'est sûr, je me rappelle, on était allé luncher, puis quand il m'a annoncé qu'il se faisait accueillir, j'étais « Oh my God! » C'était rapide. Already. Bravo, puis des bonnes choses, puis c'est super excitant pour lui, puis ses partenaires, puis tout. Spécifiquement pour nous, on a eu du frôlage. Est-ce que j'ai jamais eu une offre formelle? Est-ce qu'on a du monde? Tu sais, c'est plate à dire, mais moi, je pense que l'industrie de cannabis, c'est une industrie comme toute autre. Ouais. Puis la prochaine étape dans l'industrie, c'est le merger and acquisition. Ben, c'est ça. Ça va arriver. Puis c'est pas une question de vouloir, c'est juste... C'est le cycle normal de business. Dans 5 ans, puis dans 10 ans, ça va être très différent d'aujourd'hui. Agree. Origine Nature ne se positionne pas comme un acquéreur. On ne regarde pas acquérir des compagnies. On a eu les opportunités, on a eu plusieurs opportunités. Vous aussi, je suis certain. Puis, qu'est-ce que mes années de restauration partout au Québec puis en Ontario m'a démontré, c'est quand c'est bien mieux d'avoir un business centralisé que comme propriétaire, tu peux y aller à tous les jours puis tu peux avoir un certain contrôle, mais tu sais, doigt sur le pouls, tu sais, savoir où tu fais. So, on a regardé des opportunités d'acquisition, puis moi, ça m'a fait trop peur. Très franchement, très vulnérable. Pour moi, tu sais, puis là, de mon, mais c'est tellement pas cher. Tu sais, il y a des business pas chers, puis des sites. Oui, parfait, mais tu sais, j'ai jamais la prétensité de dire si ça n'a pas marché pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais faire de différent? Moi, je vais arriver là, puis je vais tout changer, mais anyway, je suis très frileux avec ça. Tout ça pour dire acquéreur, c'est pas nous. On ne vise pas l'acquisition, de faire l'acquisition. Si je dis que dans 5 à 10 ans, l'industrie va changer, et puis si je dis qu'on ne fait pas l'acquisition, est-ce qu'on va se faire acquérir? Il y a des traits. Tu sais, si tu me demandes aujourd'hui si Origine Nature se fait acquérir dans les prochaines 10 ans, je dirais 50% de chance que oui. Comme qu'il y a 50% de chance que non. C'est certain que quand j'ai parti de la compagnie, ma vision, c'était que dans 100 ans, Origine Nature serait encore là, comme Molson, comme des autres compagnies fièrement québécois. Tu sais, je voulais être une compagnie fièrement québécois qui va durer le temps. Mais je pense que c'est un peu wishful thinking. Là, on va voir. Là, je pense que qu'est-ce que je ne ferais... C'est drôle. J'avais dit ça dernièrement. Jamais qu'on va faire accueillir par une compagnie que je ne voudrais pas travailler pour. Ça, c'est pour moi, c'est tout de suite, je m'en fous. Les compagnies, ils pourraient nous offrir n'importe quel montant d'argent. Puis quand je dis n'importe quel, si l'autre bord de la clôture, je vois des nouveaux propriétaires qui je ne travaillerai jamais pour, mais jamais que je vendrais ou je ne vais même pas continuer. Et avant tous, l'acquéreur doit être une compagnie que je pourrais visionner que moi-même, ça c'est une bonne compagnie, des bonnes valeurs, bien alignées. OK, on commence même pas. Puis encore une fois, je suis propriétaire de Saint-Hubert retiré à Mont-Tremblant. Puis quand Saint-Hubert, la vente de Saint-Hubert, c'était une grande chose pour les nouvelles. Puis quand c'est arrivé, la compagnie, Cara, qui est aujourd'hui, c'est Recipe, une compagnie canadienne, une très bonne compagnie, mais c'était pas la compagnie qui avait offert le plus d'argent pour le Saint-Hubert. Puis M. Léger a dit non, je veux vendre Saint-Hubert, c'est un marque. Pour la pérennité de l'entreprise. Absolument. So, je prends souvent
je regarde souvent Saint-Hubert comme un bel exemple d'une compagnie fièrement québécoise. Qui a réussi à garder son identité même après sa vente. Absolument. Plus qu'ever, je pense que Saint-Hubert est un leader dans l'industrie. Puis, c'est certain que c'est important de garder ça. Ça n'arrive pas par accident. Les compagnies que les fondateurs puis les propriétaires sont comme « just give me the money and I'm gone », je pense que tu mets trop de cœur dans ta business pour te permettre d'aller là. Puis je pense que le thinking de dire il faut que je sois capable de me projeter à être capable de travailler pour mon acquéreur est la bonne parce que le legacy que tu es en train de bâtir, si tu veux qu'il continue, je pense pas que ça se passe en disant « here's the key ». Ouais. Drive it now. Il va falloir. Moi, j'ai vécu une expérience où est-ce que ça s'est pas très bien passé, puis ça a été très difficile justement cette transition-là. Puis justement, à repenser à Québecraft, si un jour la vie nous amène là, pour moi, ce qu'on est en train de bâtir là, il faut que dans 10 ans, si c'est plus moi qui ai les clés, j'ai confiance que ça va être maintenu, ça va être juste bigger or better, mais genre, ça va pas faire un step back. Comme on travaille trop fort pour bâtir quelque chose. C'est ça le motivateur en ce moment. Puis trouver ce partenaire-là, ben écoute, ça, la vie. Les amis nous le dira. Puis dans ce moment, je pense qu'on n'est pas là, en tout cas. Mais on le sait que l'industrie va évoluer. On est loin d'être à vendre, dans le sens qu'on ne change pas activement des acheteurs ou rien. Puis, si tu me dis, dans mon plan, aucunement, on a un plan de stratégie 90 jours, 1 an, 3 ans, 10 ans. Nullement, nulle part dans le plan est-ce qu'il y a la vente. C'est pas du tout la vision, mais juste en étant réaliste. Oui, c'est une réalité de l'industrie en ce moment. Ouais. Mais parle-moi un peu plus de pourquoi vous... je comprends l'idée que tu veux pas acquérir parce que tu veux pas trop te décentraliser, mais comme tu penses pas qu'il peut y avoir quand même des petits joyaux puis des belles opportunités, c'est sûr que vous devez acheter du cannabis des fois, vous devez Oui. tu vois pas un intérêt de peut-être aller mieux contrôler ta qualité ou mieux contrôler ou de réduire tes coûts quand tu vas là? On les regarde tous. Okay. Comme j'ai dit, j'ai eu des enjeux avec mes restaurants quand j'étais trop éparpillé. Ouais. Puis c'est comme plus, c'est pas mieux. J'ai vraiment, à cause de ces expériences, je suis très frileux, très timide avec ça. Je comprends. On a quand même visité, souvent c'est moi puis Alex qui va dans nos road trips pour aller visiter. Puis, on a fait le tour de Québec, un peu en Ontario, même d'ailleurs au Canada. Aux États-Unis, des fois, on va visiter des places. Moi, ça me... T'as pas eu un coup de cœur encore. Mais c'est que, avant tous, non, okay. À cause je pense que j'en ai vu une couple que je suis comme, waouh, ça c'est une bonne place, bonne équipe. Nice. Okay. Qu'est-ce que j'ai pas, c'est la confiance en nous-mêmes, que nos procédures puis notre manière de faire est tellement fort que là, on va être assez audacieux d'aller ailleurs pour essayer. Tu sais, je dis toujours, c'est drôle, et puis c'est un point que je suis souvent poussé, puis je dis tout ça aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, on va acquérir quelque chose, mais je peux dire aujourd'hui, c'est pas dans le plan. Puis toutes les raisons que tu as données, c'est toutes des raisons très valides, que plusieurs sur mon équipe m'en parlent souvent, ça, je comprends tout à fait. Mais c'est que d'aller là-bas, puis commencer à dire aux autres comment faire. Là, comment faire mieux. Quand nous-mêmes, à l'interne, on n'est pas rendu à le niveau que je voudrais être à l'interne avant d'aller faire ça ailleurs. Gotcha. C'est le jour qu'on arrive, puis là, c'est comme, OK, là, on est solide. Puis, c'est toute une question de perception. Je pense qu'il y a plein de compagnies de cannabis qui nous regardent et disent, oh my God, ils sont solides. Ouais. Puis moi, je suis là, je me lève à tout. On n'est pas assez solide, je veux être plus solide. C'est toute une question de perception, mais tant que je ne suis pas très à l'aise chez nous, ben, je ne suis pas prêt à aller faire ailleurs à cause je sais que ça amène toute une complexité
Ouais. Ça me fait penser, on a un système de gestion qu'on partage ensemble, je crois, la méthode EOS. Absolument. Yeah. Donc, nous aussi, on travaille là-dessus. Fait que nous aussi, on a notre 90, 1, 3 et 10 ans dessinés devant nous. Mais là-dedans, moi, dans cette approche, ce qui m'avait marqué, et je pense que ça fait allusion à ce que tu dis, c'est ne pas être distrait par de shiny things. Tu sais, qu'on se dit tout le temps dans l'industrie, on a des opportunités, puis un shiny thing, puis on a le goût de l'essayer. Des fois, je pense que ta stratégie d'être focus, puis de vraiment être capable de perfectionner une chose à la fois, je pense que ça a vraiment fait la différence entre une compagnie qui a crash, qui a essayé de grandir trop rapidement sans avoir les bases solides. Fait que ça, je pense que c'est tout à ton honneur. Puis tout ce que tu nous dis depuis le début, c'est conséquent avec ça, de comme, non, regarde, je veux focus sur le Québec, tu sais, puis l'international tranquillement, puis nombre de produits limités, tu sais. Fait que je pense que ça fait... Puis tu l'as dit, EOS, pour moi, c'est souvent, si tu me dis, David, c'est quoi les choses qui ont amené à le succès d'Origine Nature? Avant tout, c'est l'équipe puis les personnes qui l'ont rendu faisable, mais ça cause grâce à la structure de EOS. Explique donc, Dave, en 30 secondes, pour ceux qui écoutent le podcast, EOS, ça stands for quoi? Malheureusement, c'est Entrepreneurial Operating System. Avant tout, si vous ne l'avez pas lu, achète le livre Traction de Gino Wickman, lis-le. Après ça, lis-le une deuxième fois. Après ça, lis-le une troisième fois. Non, ça appelle ouais. Puis tout ce que c'est une pratique, une manière de penser sur des systèmes organisationnels pour une business. C'est fait spécifiquement pour des business en 10 personnes puis 250 personnes. Il y a des business avec des milliers d'employés qui le font, mais 10 à 250 employés. Et c'est vraiment une manière de gérer la scalability puis toutes tes fonctions, toutes tes manières. So, c'est ça. Puis c'est là... Combien d'employés vous êtes chez Jonathan? 104. Okay, 100. Une centaine, oui. On a eu d'ailleurs, il faut faire de la plug. Pour nous, nos objectifs, c'est de toujours rester une top 50 employer au Canada. On était déjà 22e pour la catégorie de 10 à 99. Là, on a monté dans l'autre, c'est 100 à 999. So, moi, j'attendais. Puis, on est 28e au Canada. So, c'est quand même, pour moi, ça, c'est le chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, de rester un employeur de choix pour créer des jobs ici au Québec que le monde veut puis qu'il peut rajouter. Mais oui, si tu me dis que ton équipe de transformation d'origine est encore avec vous, ça en dit beaucoup sur... Si je me trompe pas, tout le monde qui était dans la salle jour 1, ils sont encore dans la salle de la première commande où on appliquait le test d'assise. Puis on savait pas qu'est-ce qu'on faisait vraiment, mais je pense que si je me trompe pas, tout le monde qui était dans la salle-là, il était 4. Ils sont encore dans l'organisation aujourd'hui. C'est sûr qu'ils sont fiers. Oui. Oui, c'est des rockstars. Puis là, pour terminer, là, on est à la mi-année 2025. Qu'est-ce que tu vois devant toi les 6 prochains mois ou la prochaine année? Qu'est-ce qui t'excite? Là? Quel drop qui s'en vient qui est excitant? Quel produit qui va lancer qui est excitant? Qu'est-ce qui te passionne? C'est sûr que les vapes, c'est excitant, que ça faisait un grand changement. Espérons qu'on ait une de les choisir. On ne sait pas encore, bien sûr, puis personne ne le sait, mais sinon, pour moi, I guess que je dois y aller avec le Golden Goat. On lance un produit que pour moi, c'est un produit d'exception, nommé à l'honneur d'Alexandre Gauthier, une partenaire de Charlotte Alex. Un partner, c'est une autre personne comme nous qui est très passionnée pour l'industrie, qui en fait beaucoup. Mais, évidemment, pour moi, c'est vraiment un produit exceptionnel. On travaille beaucoup. Des fois, le curing, c'est toujours un enjeu de tout produit, mais on s'en vient très, très bien. Puis, pour moi, c'est les effets que je subis avec ces produits que j'adore. C'est vraiment un produit un produit fort, un produit qui fesse, mais qui nous garde réveillés aussi. Moi qu'est-ce qu'il faut dire à la base, c'est, si tu dis Origine Nature, on spécialise en quoi? C'est des sativas de haut THC. Je vais la consommer. Je vais sentir l'effet,
mais moi, je fais mon joint, puis je fais la vaisselle. Tu sais, Ouais. Je savais pas que Origine Nature, c'était vraiment Sativa, c'était plutôt votre focus. OK. Absolument. Toujours, tu sais, ça veut pas dire... Uplifting Ouais, type of uplifting. weed. Tu sais, moi, je veux je veux la consommer, puis je veux continuer ma journée. Un bon hyperactif. Là. Ouais, exactement. C'est ça. Comment est-ce que je peux vivre mon hyperactivité avec, avec un moment sublime, relaxant? Le meilleur des deux mondes. Ouais. Fait que ça rappelle-moi le nom de Goat. Golden Goat. Golden Goat. Ben, ça s'appelle... Schnutz. C'est quoi c'est à cause... Le croisement, tu cherches. Son vrai nom, le nom du produit quand il va être commercialisé. Ouais. Pardon. C'est correct. Non, t'inquiète. Mais ça... ça s'en vient là. Ça s'en Golden Goat, vient, printemps 2025 là, que ça sort. Oh, Ça te chicote. Ça me chicote. Ça va peut-être leur Ben, vas-y, prends-le si tu veux. On peut faire du montage, là. Non, je vois bien. Donc, OK. C'est votre seul produit que vous lancez là, ce printemps? C'est ça? Encore, je suis plus la meilleure. Je suis un peu moins... Tu sais, Dominique Lavardure, c'est notre chef de vente. Ça, c'est vraiment elle qui s'organise. On fait un relancement d'une hachiche à cause de notre dernière. On a eu de la misère avec qui le mélange n'était pas la bonne. So, on l'a retravaillé avec un partner, puis on l'a sorti. Mais là, vous t'as dit tantôt au début du podcast que vous le faites vous-même in-house. C'est nouveau, ça? C'est ou notre Tire-toi une bûche. So, Tire-toi une bûche, qui est notre hachiche, qui ça fait longtemps. Là, on fait lui à l'in-house. Ouais. Mais l'autre, c'est une tiare. Sinon, on travaille aussi avec des autres partenaires, puis on lance des produits pour eux autres. Mais c'est ça. Mais Golden Goat, c'était déjà... Dans le fond, on le vendait dans Joe Louis. Ben là, il va avoir son propre SKU. Ouais. Fait que, ça, c'est excitant. Oui, Joe Louis, c'était un rotatif. Oui, c'est ça. On achète majoritairement des produits des autres compagnies québécoises qui... Exploration pour faire connaître d'autres trucs. Puis là, il y en a un qui a Stakeout, Golden Goat. Donc là, il a son propre SKU. Exact. Bon, ben, génial. Donc, nous aussi, on a bien hâte à ça. On va regarder ce lancement-là avec impatience. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Merci. Puis, avant tous, merci pour faire ça pour l'industrie. Tu sais moi, je disais souvent à l'équipe de com, je vais faire un podcast, puis je disais, hey, c'est beaucoup d'ouvrages, blablabla, c'est pas notre créneau. Puis quand que j'ai vu le premier épisode de vous autres, j'ai dit, félicitations à vous. Puis merci à cause, c'est des discussions, c'est comme ça qu'on va lever les stigmas, c'est comme ça qu'on va avancer l'industrie. Puis merci à vous. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est incroyable. Qu'on ait un podcast en français dans notre industrie, c'est le premier, si je ne me trompe pas. C'est le premier. C'est la première. Wow, là, c'est vraiment merci à vous, puis tout ce que vous faites. Toute l'industrie est chanceuse d'avoir des pionniers comme vous autres. T'es fin. Mais écoute, c'est pour vrai, c'est un peu notre façon aussi de redonner à la collectivité. C'est vrai que s'assurer que le message passe, puis partager le savoir. Philippe, merci d'avoir été avec nous aussi aujourd'hui. David, toujours grande source de connaissances, grand humain de l'industrie. Merci d'avoir été avec nous. Pour suivre vos activités, comment est-ce qu'on peut vous trouver? Là? C'est quoi vos handles pour que nos... Tout est Origine Nature. Tu as juste à faire Origine Nature, Origine avec un E, Nature. .com, c'est notre website on la lance. On est déjà dans notre deuxième génération de site web, hein? De site web, si tu peux imaginer, tu sais, les temps vont vite. Sinon, LinkedIn, Facebook aussi. Ouais. Facebook, dernièrement, un peu plus difficile. Instagram, oui. Moi, je suis pour être. Moi, je suis pas... C'est pas un gars d'Instagram. Mais il faut limiter les médias sociaux. Il y en a trop. Choisis. Sinon, je pense que YouTube aussi, on essaie. Oui, vous avez des web-séries, là, tout ça. Ben, on va mettre tout ça dans la boîte de captions si vous voulez suivre les aventures d'Origine Nord-Est. Vous savez où les trouver. Si vous voulez suivre Québec Craft et nos partenaires, vous savez où je veux dire, moi aussi, je suis très ouverte. Si tu m'envoies une invitation sur Facebook, même si je te connais pas vraiment, je vais dire oui, David veut précédent. Si tu veux jaser de quoi, je suis toujours ouverte. Si tu veux m'envoyer des feedbacks, je suis très ouverte. Merci, David. Merci à vous. Merci. Quel bel épisode. Merci, team. C'était excellent. C'était nice. That's it.